L'Organisation mondiale de la santé avait ambitieusement défini la santé en 1948 comme un état de complet bien-être physique, mental et social. La santé est donc bien plus que l'absence de maladie ou d'infirmité. Et à la conférence d'Alma-Ata, organisée en 1978, les Nations Unies avaient déclaré tout à la fois que la santé est un droit fondamental de l'être humain et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social qui intéresse le monde entier. La route était ouverte pour construire le concept de promotion de la santé dont l'objectif, défini en 1986 par la Charte d'Ottawa, est de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Ceci nécessite certains prérequis, comme l'accès à un logement, à la nourriture, à un revenu suffisant pour gérer les besoins liés à la vie familiale, y compris le superflu, dont Voltaire disait qu'il était chose très nécessaire. Or, le travail est la condition essentielle pour permettre à l'être humain de vivre dignement. Le travail occupe en effet une part importante de la temporalité de la vie quotidienne. Il n'est pas une succession de parenthèses dans l'organisation cyclique de la vie. Il est une des dimensions fondamentale de la vie sociale, qui est l'écrin de toute vie, car l'être humain est par nature, disait Aristote, sociable. Par son travail, pour lequel il est rétribué, l'être humain apporte aussi sa contribution à la société tout entière. Le travail est ainsi une composante irréductible de son bien-être, donc de sa santé, et pourtant, le travail est lourd d'enjeux éthiques. Parmi eux, deux méritent une attention particulière. Le premier, de s'interroger sur la fonction sociétale de l'être humain au travail. Peut-il n'être qu'un instrument, un moyen au service de la société ? Certes, la vie sociale implique des missions diverses, nécessaires pour organiser la vie commune. L'ébéniste qui fabrique un meuble, le boulanger qui fait du pain, le maçon qui construit la maison, le professionnel de santé qui dispense des soins, sont à leur manière des instruments au service d'autrui. Mais ces personnes ne peuvent-elles être que des instruments anonymes dont seul le travail compte ? C'est Emmanuel Kant qui avait fait la proposition suivante, formulée de manière impérative: agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Certes, Kant n'exclut pas qu'une personne puisse être traitée comme un moyen, à condition toutefois qu'elle soit aussi traitée comme une fin en soi, c'est-à-dire qu'elle compte pour elle-même, avec son identité, son histoire, comme personne humaine. Le règne des fins appelle à une reconnaissance mutuelle d'une société solidaire, ce qui est un des éléments qui conditionnent le bien-être au travail. Notre société a beaucoup évoqué au cours des dernières années l'épuisement au travail, désigné sous le nom de burn-out. Mais c'est à juste titre que le bulletin officiel de l'éducation nationale explicitait d'autres conséquences négatives du travail enfermées dans des anglicismes qui méritent d'être médités. Il s'agit d'abord du bore-out, B-O-R-E, out, que l'on peut traduire par ennui au travail et qui se caractérise par une perte d'intérêt professionnel qui est provoquée chez une personne par une quantité de travail insuffisante ou par l'accomplissement de tâches monotones ou répétitives. Le second terme est celui de brown-out, ou perte du sens de son travail, qui est une perte d'intérêt professionnel qui est provoquée chez une personne par l'incompréhension de la finalité de son travail, voire par le sentiment de son absurdité. L'ennui au travail et la perte du sens du travail peuvent concourir à l'épuisement du burn-out. La pénibilité au travail doit d'abord se juger sur l'intérêt du travail et sur la conviction qu'il n'est pas qu'un facteur de subsistance, mais qu'il donne sens à la vie. Telles sont quelques conditions, peu souvent évoquées mais nécessaires, au bien-être au travail qui doit élever l'être humain afin qu'il puisse servir sans se sentir asservi.